Bonsoir, pour ceux que je n'ai pas vus. Est-ce que ça va le micro? Parce que vous parlez bien, du coup j'ai la pression maintenant, Christelle. Alors moi je voulais juste dire à Stanislas, puisque j'en ai déjà parlé à Christelle, il y a quelques années, j'étais à déjeuner chez un de mes amis patrons de presse, que vous avez nommé tout à l'heure, et un autre ami qui m'invite régulièrement pour faire des forums en France, pour partir un peu sillonner la France. Je l'interpelle et je lui ai dit, mais comment ça se fait que je suis souvent la seule femme dans ces forums? Il m'a dit, mais ma pauvre chérie, c'est qu'il n'y a pas de femmes expertes. D'où un de mes projets, aussitôt après, avec mes amis du journal Elle de l'époque, a créé un livre qui s'appelle Le Guide des expertes. Malheureusement, j'en ai pas apporté pour Stanislas, mais je pense que vous pouvez vous le procurer parce que c'est pas normal que nous soyons aussi peu nombreuses. Donc là, je prends l'engagement de Stanislas et de Christelle que désormais, à Transmutation, il y aura autant de femmes que d'hommes intervenants. Je suis ravie d'être parmi vous, d'abord parce que voilà, la Belgique, pour moi, c'est mes premiers combats, mes premières missions, donc je suis toujours émue de revenir et j'y reviens régulièrement et j'ai des amis, notamment même quelques têtes amicales que qu'on a pu se reconnaître. Donc je vous avais préparé tout un discours, même si je prépare jamais quoi que ce soit, sur le cerveau des femmes, des hommes, la différence, les similitudes, etc. Et je me suis dit, là, quand je vous voyais de là-bas, bon, là c'est un peu la fin de la journée, donc je vous épargne tout ça et on va essayer d'en faire, voilà, quelque chose de beaucoup plus qui me ressemble, le concret. Je vais quand même vous donner quelques petits chiffres, mais vérifiés et exacts. Juste pour vous donner, en fait, c'est pas vraiment des chiffres, c'est un peu des choses. J'énumère un peu les choses, vous comprendrez par vous-même. Vous n'avez pas besoin de moi. En 1994, l'OCDE a fait un rapport qui s'appelle, qui dit, avec l'automatisation, l'autonomisation des femmes a un impact direct sur l'environnement et sur le développement économique. En 2006, la Banque mondiale a fait un rapport qui s'appelle l'équité et développement et qui disait que l'équité et l'égalité des chances étaient la condition intrinsèque du développement et de la réduction de pauvreté dans le monde. En 2016, l'UNESCO a fait un autre rapport où on dit que grâce à l'implication des femmes qui seront représentées dans toutes les sphères de la société, non seulement on augmente la richesse mondiale, mais en plus, les femmes qui sont par exemple dans des exemples très concrets, qui sont plus représentées dans les parlements de certains pays, eh ben, le pays a plus de chances de ratifier les traités environnementaux. Donc vous voyez, même Nucula Hulot est très content parce que la dimension environnementale et genre, égalité des chances sont liées totalement. Et en 2018, ma fille de 8 ans me rapporte un petit journal quotidien qu'elle reçoit tous les jours en disant « Maman, comment ça se fait que seulement 2% de la richesse mondiale est détenue par les femmes? Je pensais qu'on représentait la moitié de l'humanité. » Et encore aujourd'hui, dans tous les rapports des Nations Unies, on continue à sortir les mêmes chiffres et malheureusement, ce que disait mon ami ce matin, en effet, il y a eu des changements jusqu'à peut-être des années 80, mais aujourd'hui, malgré le fait que nous avons tous ces chiffres, malgré le fait que nous savons que plus les filles reçoivent une éducation à leur enfant, dès leur enfance, et plus on change, on améliore la santé et le quotidien et l'instruction des générations suivantes dans chaque pays. Que augmenter de seulement 1% le taux d'instruction des femmes dans un pays, on augmente le PIB de 0,3 points et le taux de croissance de 0,2%. Et qu'en même temps, on travaille pour le changement climatique puisque plus il y a de femmes dans les positions importantes, plus la croissance démographique ralentit et donc ça atténue la pression qui sont liées au changement climatique. Je n'invente rien, ces chiffres existent et en 2018, on parle encore des combats, l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise et ailleurs. Donc voilà, ça ce sont les chiffres un peu pour nous remettre un peu de dire qu'en effet on en parle, mais les chiffres restent malheureusement les mêmes.
Aujourd'hui, moi, si je suis là, c'est aussi pour vous dire, comme le guide des expertes que j'ai parlé tout à l'heure à Stanislas, et désolé d'avoir commencé avec cette petite voilà, boutade, mais ça c'est très afghan. Il paraît on a quelque chose en commun avec les Belges, c'est l'autodérision et aussi rigoler avec ses amis. Donc voilà, c'était pour. C'est pour ça que je garde toujours une affinité avec les Belges, toute parisienne que je sois. Alors, comme vous avez compris, pour moi, cette question d'égalité des chances, ça passait par l'action, par le concret et par l'éducation et l'accès à la culture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Christelle l'a dit, je ne vais pas vous reciter tout ce que j'ai fait, mais très vite, dès que j'ai pris conscience en France, j'ai commencé à créer cette ONG qui est devenue plus tard une ASBL belge aussi, d'ailleurs, Afghanistan Libre, pour me dire, moi, j'avais eu la chance, grâce à la France, en arrivant ici, d'avoir accès à l'éducation, en me battant, parce que pour moi, c'était une finalité que d'avoir cet accès gratuit au savoir et à l'éducation, et que dans mon cas, ça a changé à la fois dans mon rôle au sein de ma propre famille et dans la société française et plus tard dans la société afghane. Donc il n'y avait pas de raison que je n'en fasse pas autant dans mon pays d'origine. Parce que je pense que tout ce que nous avons appris là depuis ce matin, nous sommes dans un contexte de mondialisation et il y a des valeurs qui sont universelles, que nous soyons en Belgique, à Brabant-Wallon, à Paris, en Europe ou en Afghanistan. Je pense qu'aujourd'hui, pour les droits universels de nous tous, c'est comme un corps humain. S'il y a une partie du monde qui n'a pas accès aux mêmes droits fondamentaux que nous, je pense qu'on n'a rien à gagner de ce côté de la planète. Donc voilà, c'est ensemble que nous sommes plus forts et c'est ensemble que nous y arriverons. Il n'y a pas plus de raison que je fasse des choses en bas de chez moi que de l'autre côté de la planète. Tout ça, c'est pour le même résultat au final. Pour vous raconter une petite anecdote, quand j'avais 11 ans, j'ai participé à mon propre enterrement, en fait. Nous habitions Kaboul. La vie se passait sous les bombardements de l'invasion soviétique, mais bon, beaucoup de frères et sœurs étaient déjà partis. Et ma maman, veuve d'un grand monsieur de ce pays qui avait beaucoup fait pour le développement économique de son pays, voulait rester avec sa petite dernière de 12 enfants. Donc voilà, je suis la numéro 12 de 12 enfants. Alors pour rigoler, je leur dis souvent qu'il a fallu 11 brouillons. Ils sont pas très contents, mais bon, ils me pardonnent. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est restée là et bon élève et bien répétant les slogans et la propagande soviétique, j'avais été sélectionnée pour aller étudier à Moscou à 11 ans. Et c'est là je me souviens d'un jour, on était dans le jardin de notre maison à Kaboul, elle s'est retournée vers ma sœur qui était mariée, une de mes sœurs aînées, à qui elle a dit « Bon, je pense que c'est ce soir que nous allons partir ». Et du jour au lendemain, je suis partie avec ma maman en laissant tout, y compris la lumière allumée dans la maison pour pas éveiller les soupçons, parce qu'à l'époque de l'invasion soviétique en Afghanistan, le but c'était d'éviter l'exode de la population vers le pays voisin. Et pour la petite histoire encore, à l'époque, il était bon d'être réfugié afghan parce que c'était dans une période de guerre froide et les Afghans étaient les seuls qui combattaient les Russes, et à l'époque les Russes étaient l'ennemi. Donc il était bon d'être réfugié afghan, ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui, où on est gentiment remercié et ramené, si on peut, vers le pays où il y a quand même toujours la guerre. Bref, nous sommes partis, j'avais 11 ans. Mais ce que je voulais vous montrer avant tout, c'était que je vous raconterai un peu tout ce combat pour l'accès des femmes à l'éducation dans mon pays d'origine et à quel point c'est important. C'est juste qu'en fait, je trouve qu'en tant qu'humain, on a la mémoire très courte et on oublie les choses. Ça, c'était 1962 à Kaboul. Dans un ministère lambda, une réunion de travail à la fin de la journée, une photo de l'équipe. Ça, c'est une des cousines de ma maman dans les rues de Kaboul dans les années 70. Et on n'y arrive pas. Et ça, c'est aujourd'hui la même rue à Kaboul. Voilà. C'est exactement Kaboul, c'est exactement les femmes de Kaboul, et c'est à peu près une trentaine d'années après. Alors, quand on voit ça, on se dit, le chantier est vaste, qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'entre les deux, il y a eu quand même plusieurs guerres, plusieurs invasions, à commencer par 78, l'invasion soviétique en Afghanistan, et puis je ne vais pas vous refaire toute l'histoire,
l'arrivée des talibans et aujourd'hui là où nous en sommes. Donc moi je suis une jeune Française qui fait ses études à Paris, tout se passe bien, elle réussit brillamment, elle est très bien intégrée grâce toujours à l'éducation et l'accès au savoir et à la culture, mais qui se dit quand même qu'il y a un problème et que toutes celles qui sont restées là-bas, elles seraient bien contentes peut-être qu'on les oublie pas. Très vite, à la création de cette association, je me suis rendu compte encore une fois que c'était bien beau de faire du fundraising en France et d'envoyer un peu d'argent pour les écoles, mais en fait, je connaissais pas ce monsieur qui se battait là-bas, qui s'appelait le commandant Massoud, et qui se battait, soi-disant, pour la liberté de son pays, effectivement, puisqu'il gardait un tout petit territoire libre qu'on appelait la vallée du Panjshir, tout le reste était entre les mains des talibans. Je vous parle de ça, c'est 96, l'invasion par les talibans, l'arrivée dans Kaboul, jusqu'en 2001, où les événements que vous connaissez, le 11 septembre, chez nous ça a commencé le 9 septembre, qui était par l'assassinat du commandant Massoud. On oubliera de dire que c'était 2 passeports belges, et voilà, de faux journalistes. Et donc je décide que je vais partir dans ce pays. Donc nous partons avec un groupe de femmes que j'organise à Paris. Nous partons en fait dans le pays voisin qui est le Tadjikistan, puisqu'on ne peut pas aller en Afghanistan étant donné que c'est entre les mains des talibans. Et nous y allons quand même dans ce pays à côté pour faire une espèce de conférence des femmes engagées françaises, européennes. Il y avait aussi des Belges qui sont aujourd'hui des grandes femmes de pouvoir en Belgique. Et donc on est parti au Tadjikistan pour rencontrer les populations afghanes réfugiées, alors que le pays est presque tout entre les mains des talibans. Et me voilà parti dans le bureau de l'agent, du chargé militaire de Massoud, qui s'occupait à l'époque. Massoud et ses hommes étaient ravitaillés par des hélicoptères qui faisaient le chemin, qui faisaient Tadjikistan, vallée du Panjshir, parce que c'est comme ça qu'ils étaient ravitaillés en nourriture, en armement, etc. Et ces hélicoptères qu'on appelait les cercueils volants, mon ami Christophe de Ponfilly, grand journaliste français, appelait ça les cercueils volants parce que il y avait plus de fenêtres, il y avait plus de sièges, et vous voyez même des bidons d'huile collés en guise de fenêtres, et souvent on les appelait aussi le Never Come Back Company, parce que un hélicoptère sur 2 était malheureusement détruit par les tirs des talibans pour pas arriver au bon port. Donc je vais aller chez cet attaché militaire, et j'arrive et je lui dis bon bah voilà, bonjour, toute jeune, voilà, je suis afghane, mais je suis avant tout quand même une Française. J'avais un peu oublié l'Afghanistan, j'avais 11 ans. Ça c'est je vous montre un peu la tête que j'avais quand je suis rentrée pour dire que dans le jardin à Kaboul, pour dire que ça y est, j'étais sélectionnée pour partir à Moscou. Ça c'est la première fois que j'ai rencontré Massoud. Et donc je vois cet attaché militaire et je lui dis bon bah je voudrais un hélicoptère pour voir Massoud. Et je me souviens, il m'avait dit cette phrase sympathique, il m'a dit vous voulez pas plutôt une tasse de thé vert, un peu d'amande. Donc il a dû me prendre un peu pour une folle, mais n'empêche qu'il a dû voir quelque chose dans ce regard, parce que très vite il a quand même réussi à composer ce téléphone satellite pour appeler le commandant. Et ça c'était la question qui me hante même aujourd'hui encore quand je vois mes interlocuteurs et interlocutrices. Ça doit être avec une tel aplomb ou de détermination que ça a commencé là avec cet attaché militaire. En fait, il s'est dit peut-être 50% elle doit être folle, mais il y a quand même 50% de chances qu'elle ne soit pas et que je suis en train de rater quelque chose avec le commandant Massoud. Le numéro se compose et je me souviens, il se levait comme ça tellement il était respectueux envers le commandant Massoud qui était à l'autre bout du fil. On parle pas comme ça assis. Et il parle et le commandant lui demande de passer le téléphone. Donc il me passe le téléphone et là je lui dis, je me souviens encore de ma phrase, je lui dis quelque chose comme il y a aucune raison que ce soit toi qui décides des hélicoptères dans notre pays. Moi aussi je suis une Afghane, j'ai aussi le droit de prendre une place dans cet hélicoptère et venir voir mes semblables. Et il a juste dit la phrase « Repasse-moi l'attaché militaire ». On s'est jamais vu avec ce monsieur, je ne le connais pas, tout le monde a peur de lui, etc. Et l'attaché militaire se relève, bien évidemment, avec son téléphone en main, etc. Il raccroche, il entend, il raccroche et il me dit « L'hélicoptère est pour demain, 5h du matin ». Nous voilà arrivés dans la vallée du Panjshir. Et là, en fait, moi, je suis toujours une jeune femme
militante, certes, j'ai envie d'aller aider mon pays. Je suis jeune cadre dynamique dans une entreprise multinationale à Paris, mais j'ai envie d'aller donner, comme les jeunes l'ont dit tout à l'heure. Voilà, je suis dans cet état d'esprit-là. Il faut aller donner de son temps, de son argent, et je suis là. Et je me blinde aussi bien pour dire, de toute façon, toutes ces femmes vont me critiquer, c'est la guerre, vont me dire, toi, t'as une belle vie là-bas, t'es parti, tu viens pour te faire un peu des sensations fortes. Nous, on est là au quotidien, etc. Donc, je suis blindée de tout ça. On arrive dans la vallée du Panjshir. Cette photo que vous voyez là, c'est une semaine après notre atterrissage. Au moment où on arrive dans la vallée du Panjshir, les talibans avaient une politique très sympathique qu'ils continuent aujourd'hui avec Daesh d'ailleurs. C'est que pendant l'été, les attaques les plus virulentes, c'est pendant l'été. Allez savoir pourquoi. Et donc là, c'était au mois de juillet 99. J'arrive dans cette vallée et c'est au moment où les talibans ont bombardé tous les villages qui avaient résisté l'hiver d'avant. Et donc la vallée du Panjshir où on atterrit pour rencontrer ce commandant Massoud est envahie par des centaines de familles de ces villages qui ont marché pendant des heures et des heures pour se retrouver dans cette petite vallée qui a que des maisons en torchis, en terre, et pour accueillir ces centaines de familles qui arrivent chaque été finalement. Et moi, j'arrive là-dedans et tout de suite, en fait, par la force des choses, on essaye de donner un coup de main, on essaye d'arranger, trouver des tentes, appeler, etc. Comment on peut trouver... Voilà. Donc, pendant une semaine, je suis au milieu de tout ça. Et pendant cette semaine-là, il s'est passé quelque chose. Souvent, les journalistes me disent, en fait, c'est votre rencontre avec Massoud qui vous a révélé. En fait, pas du tout. Avant Massoud, j'ai rencontré une femme. J'étais dans la vallée, au bord de la rivière et on voyait les personnes arriver. Et est arrivée une femme avec ce tchadri, ce vêtement bleu dont vous avez vu la photo. Très détruit le vêtement avec quand même vous voyez que c'était une femme qui avait bien eu besoin de changer de vêtements, etc. Et à ses mains, son vêtement est accroché deux petits enfants qui aujourd'hui ont l'âge c'est un peu ma fille aujourd'hui, qui les pieds en sang parce que un peu moi quand j'ai traversé les montagnes à 11 ans. Et qui arrivait, qui s'attachait à elle, et dans ses bras, elle avait un bébé emmailloté, parce qu'en Afghanistan, on emmaillote un bébé dans le tissu jusqu'à 1 mois, 2 mois. 40 degrés à l'ombre, le soleil qui tapait, ça faisait des heures qu'elle avait marché, donc comme ça, avec ce bébé, voilà, qu'elle n'a pas pu nourrir parce que c'était indécent de relever ses vêtements et qu'elle n'y a pas pensé. Et je la vois et je vois son regard à travers le grillage comme ça, ses yeux qui brillent de souffrance et donc je m'approche d'elle et là je m'approche et je vois que le bébé il est mort dans ses bras et qu'en fait elle en a absolument aucune idée. Et elle me dit ma sœur de professeur, parce que comme j'étais habillée la façon etc, ça se voyait que je venais de l'extérieur. Tu crois qu'il y a un moyen de m'asseoir quelque part pour nourrir mon enfant? Et là je regarde le bébé, je suis désespérée. Je la regarde, je sais pas quoi faire, je cherche mes yeux, je cherche une femme un peu plus âgée dans l'assemblée pour me venir en aide. Et la première chose que j'arrive à lui dire, je dis non, c'est très indécent, il y a plein d'hommes, tu peux absolument pas enlever ce vêtement, passe-moi le bébé. Je repère une femme un peu plus âgée, je l'interpelle, je lui montre, elle comprend tout de suite. Et là, il y a une espèce de dispensaire avec une tente pour accueillir des dizaines de familles. Et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, on va emmener le bébé, vas-y, il faut que tu te mettes sur le coin. Et j'ai pas pu lui dire que le bébé était mort. Et cette femme, elle m'a dit, tu es là depuis longtemps, toi? Tu viens de l'extérieur? Je dis, oui, je viens de la France et je suis là depuis quelques jours et je vais y rester. Et elle m'a dit, tu sais, Tcharikar, le village qu'on a quitté, était bombardé. Je n'ai plus mon mari, je n'ai plus mon père et mon frère. Je n'ai que ces 3 enfants. Et tu sais, ce qui serait formidable, c'est peut-être de monter une école sous tente dans le village de Panjshir. Parce que comme ça, les 2 petits, ils auront l'impression que la vie continue. Ils iront à l'école quand même. Alors, vous prenez ça comme ça. Et voilà, je l'ai dirigée vers dispensaire. Je n'ai jamais plus revu cette femme. Le premier centre de santé que j'ai créé dans cette région, c'était pour elle. Aujourd'hui, dans le lycée qu'on a construit, la première pierre mise avec commandant Massoud, aujourd'hui, il y a 7000 filles seulement dans ce lycée-là, Christelle, on en a 4 fois plus. Ce lycée s'appelle lycée Malalai au nom d'une grande héroïne afghane de 19e siècle, où on enseigne le français, l'anglais. Ce lycée, c'est exactement au même endroit où j'ai rencontré cette femme et ses enfants. Et il n'y a pas un jour où je suis en Afghanistan où j'ouvre un centre, un dispensaire, une école où je ne pense pas à elle, à ce courage,
Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je sais simplement qu'elle m'a donné sous courage de dire que l'optimisme, alors qu'on vient de tout perdre, que l'avenir, c'est l'éducation des enfants, c'est l'école, alors qu'elle-même, elle devait être certainement analphabète ou peut-être la plus instruite de son village, et qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, voilà, je pense à elle. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers de femmes comme elle, comme il y en a des millions de femmes comme moi. Quand on me qualifie de courageuse, je dis toujours que je ne suis que la partie visible de l'iceberg, que j'ai la chance d'avoir une grande bouche et la capacité de bouger les choses, traverser les montagnes à 11 ans, ça laisse des traces et ça vous motive à jamais d'arriver jusqu'au bout de vos convictions, et que cette chance-là, c'est au service de l'autre. Donc ça me parle, voilà, ça me donne la chair de poule quand j'entends encore des jeunes aujourd'hui qui viennent nous interpeller ou qui viennent me voir moi par dizaines et par centaines, ou qui m'envoient des emails de partout, la France ou ailleurs, ou de Belgique, des écoles belges qui m'invitent pour venir parler. Dire que on donne la possibilité et l'envie de s'engager à ces jeunes, eh bien c'est ce qui me fait tenir. On m'a dit dernièrement, comment ça se fait que vous dealez, vous négociez avec tous les patrons de CAC 40 et que vous avez jamais peur d'eux, et qu'ils vous font pas peur, et que vous êtes vous-même avec, que ce soit avec votre président Karzai ou avec votre boulangère ou avec un journaliste ou avec les patrons. Je dis parce que, voilà, mon admiration se place ailleurs, que j'admire bien sûr ces hommes et ces femmes, mais que souvent quand je vois certains de ces hommes ou ces femmes patrons, je me dis, je sais pas ce qu'ils auraient fait à 11 ans dans les montagnes à ma place, ou à la place de cette femme dans cette vallée du Panchir. Et je me dis que finalement, on a tous nos faiblesses et nos forces, et qu'on est tous égaux face à la vie. Moi, la vie, elle m'a pas fait de cadeau très jeune, mais aujourd'hui, elle me fait un cadeau d'être parmi des assemblées comme celui-ci, de porter la parole, d'aller chercher, quand on me jette, on me sort par la porte, je reviens par la fenêtre, je reviens par la sortie de secours, s'il le faut, mais je construis des écoles là où je peux, je forme les institutrices, parce que ça, c'est un problème en Belgique, en France, en Europe, mais encore plus dans un pays qui a connu 40 années de guerre. Aujourd'hui, l'Afghanistan, pour vous donner une idée, c'est le pays où il fait le moins bon vivre pour les femmes dans le monde, les données de l'UNIFEM. Avec les taux de mortalité de 100 femmes pour 10 000 et de 500 femmes, et de 100 enfants pour 10 000 en naissance chaque année. Une maman afghane vise à peu près 6 enfants pour en garder 3. C'est une philosophie quotidienne des mamans afghanes aujourd'hui. C'est le pays où le taux d'analphabétisation et d'analphabétisme est un des plus élevés et plus hauts du monde. On n'a pas des chiffres exacts parce que 40 années de destruction de toute structure étatique. Aujourd'hui, on n'a pas les données chiffrées. En tout cas, ce sont pas les vrais chiffres, parce que pour accéder à un pays aussi montagneux et aussi rêche et sauvage, c'est compliqué d'avoir des chiffres exacts aujourd'hui sur l'Afghanistan. Mais en tout cas, régulièrement, on se bat avec Haïti pour, par le bas, être le numéro dernier dans tout ce qui est les chiffres, malheureusement pas les bons. Mais on a un grand chiffre qui est très bon, qui est l'optimisme de ce peuple. On garde le sourire. Les grands journalistes qui connaissent l'Afghanistan appelaient ça la folie afghane, c'est-à-dire que dans les pires moments, on rit. Il y a d'ailleurs une petite anecdote qui, moi, me fait rire, toute afghane que je sois, et vous avez le droit de rire. Un de mes grands copains, Christophe de Ponfilly, avait fait un reportage sur les Français et les Européens qui ont marqué les années résistance afghane et qui ont vécu là-bas. Et Christophe nous racontait qu'un jour, il était avec une médecin, c'était MDM ou MSF, une de ses amies, et il traversait donc les vallées très arides de l'Afghanistan. Et à un moment, ils étaient avec un traducteur, un Afghan de France qu'ils avaient ramené avec eux, qui parlait français donc. Et puis à un moment, le commandant qui les accompagne, etc., il saute sur une mine antipersonnelle. Et apparemment, la blessure était mal faite, etc., qu'il fallait 2 jours après lui amputer une jambe.
Donc le Christophe commence à implorer avec le commandant, cette médecin, qui dit mais non, je peux pas, j'ai pas les moyens, je peux pas l'amputer comme ça en plein, si il faut le faire, etc. Donc ils se retrouvent tous là, et là Christophe dit à cette médecin française, écoute, j'ai un petit peu de chocolat dans mon sac à dos, je te donne un petit peu, ça va te remonter le moral, un peu de magnésium, ça fait pas de mal. Et puis, comme ils sont vraiment sous pression et que c'est difficile pour eux, Christophe fait cette blague en disant, bon bah lui, heureusement que c'est le pied, sinon on lui aurait dit, pas de bras, pas de chocolat. Et le traducteur afghan, mort de rire, le blessé qui est là en train de se faire amputer la jambe dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils disent? Et là, il traduit Christophe et le médecin complètement ahuri en disant, enfin, ça va pas. Et là, le blessé se marre et dit, mais si, regarde, mes bras sont là, alors j'ai le droit, moi aussi, du chocolat. Donc voilà, ça, c'était pour vous dire un peu l'état d'esprit des Afghans, même aujourd'hui. Je pense que je n'aurais absolument eu aucune volonté, je pense que voilà, je me prétends pas cette qualité de vouloir absolument faire quelque chose dans un pays où rien n'est possible, mais tout est possible, et ils sont encore plus optimistes que moi. Quand je vais en Afghanistan et que je veux ouvrir une école, c'est toujours avec les villageois. Après, je me fais traiter de pas sérieuse l'association, parce qu'une école ou une autre organisation internationale très riche va mettre $300,000 pour construire une école. Nous, on le fait pour $100,000 parce que les villageois ont contribué aux travaux, et du coup, ça fait pas sérieux parce que l'école n'a pas coûté très cher. Donc ça, c'est le combat que je mène depuis 22 ans pour avoir les subventions. Heureusement que j'ai les fidèles, beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent, parce que comme aujourd'hui l'Afghanistan n'est pas une priorité, il y a beaucoup de subventions qui ont été coupées. Le gouvernement belge nous a aidés aussi dans le cadre de la diplomatie préventive, parce que quand Laurette Ankelings est venue en Afghanistan en voyage officiel, j'étais la seule à l'époque de la sortir de protocole et de l'emmener sur le terrain voir ses écoles. Alors, je vous raconte pas au retour la tête de chef de protocole de l'époque quand j'ai sorti les vice-premiers ministres et que je l'ai ramené que le soir et qu'elle avait la patate jusque-là parce qu'elle avait vu le vrai pays et non pas les rendez-vous officiels. C'est vrai que, voilà, avec des visites comme ça, j'ai pu créer des fidélités aujourd'hui, des hommes et des femmes formidables qui me soutiennent dans le cadre d'Afghanistan Libre pour continuer à trouver des subventions pour que ces projets existent. Alors, on a des choses basiques. C'est commencer par les écoles dans un village, mais les écoles d'Afghanistan Libre, en fait, ressemblent plutôt à un centre d'activité, parce que dans l'école, ce que nous faisons, c'est que nous mettons en place un centre d'éducation à la santé pour toucher toutes les mamans des élèves. Alors, je comprends mon ami de tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est embêtant, on n'arrive pas. Alors... Ça, c'est la vallée du Panchir, les maisons en torchis, et ça, c'est la première école en dur. Alors, c'est pas pour faire mégalo, c'est que pour moi, c'était important que dans chaque village où il y avait un peu d'argent, l'éducation nationale faisait forcément une école pour garçons. Donc, c'était important pour nous de démontrer que l'école pour filles pouvait être aussi grande, en pierre, et que c'était pas provisoire et que ça allait rester là pendant des décennies et décennies pour en faire sortir des jeunes femmes formées et éduquées. Ah, alors je reviens dans l'autre sens. Je vous montre des images parce que je trouve que quand on parle, c'est important de voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'Afghanistan, l'uniforme des petites filles. Nos écoles. Alors là, voilà, il y a des choses dont j'en suis personnellement très fière et que je voulais partager avec vous, et d'où pour l'égalité homme-femme. C'est que j'ai toujours dit, certes, il y a les chiffres, certes, il y a les lois en Afghanistan. La constitution de l'Afghanistan reconnaît les mêmes droits aux hommes qu'aux femmes. Sauf que sur le terrain, si vous mettez pas les moyens, si vous construisez pas des écoles, si vous donnez pas accès à l'éducation aux femmes, tous ces chiffres et toutes ces lois, en fait, ça ne veut rien dire parce qu'elles sont toutes analphabètes ou pas éduquées. Donc, dans l'école, ce que nous avons mis en place aussi, c'est des centres de santé pour toucher les mamans et les grands-mères, parce que le moyen d'âge, l'espérance de vie en Afghanistan est de 44 ans pour les hommes et 40 ans pour les femmes. Un des rares pays où l'espérance de vie est moindre pour les femmes que pour les hommes. Dans l'école, on a mis en place des crèches, ce qu'on appelle les projets intégrés. S'il n'y a pas de crèche, les maris disent alors femme, bah tu vas rester à la maison garder les enfants, il n'y a pas de raison, tu vas pas aller enseigner alors que qui va garder les enfants. Donc il y a les crèches à l'école. Il y a la bibliothèque à l'école, parce que le savoir, c'est aussi par les livres et ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais surtout, le combat que j'ai mené, que j'ai réussi il y a 2 ans,
Ça fait des années que je me bats pour un état civil pour les filles en Afghanistan. Il n'y a pas d'état civil en Afghanistan pour les naissances. Quand vous avez un enfant, que ce soit garçon ou fille, vous ne le déclarez pas. D'où les chiffres et les statistiques que je vous parlais tout à l'heure qui sont dérisoires. Quand vous avez un garçon et qu'il est à l'âge de scolarité, vous êtes fier à 5-6 ans en tant que parent, vous pouvez traverser les villages entiers pour aller à la préfecture la plus proche pour lui faire un état civil et vous en êtes fier. Mais quand c'est une fille, vous faites pas cette démarche-là et elle peut ne pas avoir d'état civil et après c'est tellement facile à 11 ans de la marier en disant qu'elle en a 16 et les mariages forcés. Donc ça fait des années que je me bats pour ça et j'ai enfin réussi à faire admettre et à faire accepter par le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, parce que mon dernier argument c'était, donc c'est pour ça que je pense que je pourrais être une bonne directrice d'école, il faudra que je change. Le dernier argument c'était, d'accord, alors on n'a pas de moyens au ministère, alors je paierai le salaire de l'employé de ministère qui viendra chaque semaine dans nos écoles avec son petit papier, ses tampons et fera les états civils à l'école. Aujourd'hui, en plus de nos 28 000 enfants inscrits dans ces 12 lycées que nous gérons, Afghanistan Libre, il y a dans tous ces villages, c'est-à-dire 5 villages, qui sont quand même dans 5 provinces différentes, l'école d'Afghanistan Libre devient le centre où les autres papas avec fierté viennent faire des états civils à leurs petites filles. Et c'était très drôle parce que la première fois que j'étais à Kaboul l'année dernière dans une des écoles où la petite fille avait son état civil, je lui dis, elle était toute fière avec son papier et elle dit « Ah, donc j'existe maintenant ?» Et c'était drôle parce que ma fille, Mariam, qui est à Paris et qui commence à avoir, maintenant qui a 8 ans, qui commence depuis 1 an à avoir très peur parce qu'elle prend conscience de tout ça à chaque fois que je me rends en Afghanistan, c'était comme si c'était en fait une espèce de théâtre monté alors que c'est pas du tout. Cette petite fille, quelqu'un la prend en vidéo parce qu'elle montre sa pièce, son petit papier d'identité et elle dit « J'existe » et je lui dis « Mais tu as quel âge ?» Elle me dit « J'ai 8 ans. Et comment tu t'appelles ?»« Mariam. » Alors, voilà, inutile de vous cacher que la vidéo était envoyée aussitôt à ma fille pour dire « T'inquiète pas, regarde, on fait des choses bien. » Et donc voilà, aujourd'hui, mes combats, c'est concret. Les chiffres, je les connais. Les stats, je les connais. Les conférences, j'y vais souvent. Je participe. Les rapports, je les lis à 250 pages ou 5000 pages sur cette question-là. Malheureusement, je trouve que les choses ne changent pas globalement. Et lors de un de mes déplacements officiels en tant qu'ambassadeur, ministre conseiller, à Davos, je suis allée en marge de Davos dans une petite pièce où, en toute confidentialité, alors que le reste c'est quand même très comme il faut, tout le monde est là, on se prend des photos, des vidéos. Il y a un rapport qui se lit chaque année sur l'égalité homme-femme dans le monde et son impact au niveau économique. Et j'étais là en tant que officielle afghane. Et je lis et je regarde la France, 134e pays, 127e pays sur 134 listés sur les inégalités salariales hommes-femmes dans l'entreprise. Donc ça m'était resté quand même quelque part. Et je me suis dit, bon, quand même, voilà. Et le jour où j'ai donné ma démission au président Karzai en dénonçant la corruption au sein de mon propre gouvernement, ce jour-là, c'était par la force des choses que je me suis recyclée. Voilà, pour aider, si je pouvais, par mon expérience, par le réseau et par l'expertise que je pouvais avoir aujourd'hui au sein de CH Consulting pour aider les entreprises, les groupes, les institutions. Dans ce sens-là, la première chose que j'ai créée, c'est un forum qui s'appelle le forum Elle Active pour le journal Elle, qui aide chaque année voilà, à prendre conscience que malgré tout ce qui existe aujourd'hui en matière d'égalité des chances dans l'entreprise, les chiffres malheureusement restent les mêmes depuis 10 ans. Donc, quelles sont les recommandations pour les entreprises? Aujourd'hui, ce qui me rend triste, c'est que vous disiez ce matin que oui, on a fait on a beaucoup évolué pour les femmes, sauf on continue à être dans les politiques RSE des entreprises. C'est pas normal. On est au même titre. L'égalité des chances, c'est au même titre que la diversité, que le handicap, alors qu'on est la moitié de l'humanité. La question ne devrait même pas se poser. C'est comme quand quelqu'un m'a demandé comment vous voyez Afghanistan libre dans 10 ans. Je dis j'espère qu'elle n'existerait pas parce que ça veut dire que le gouvernement afghan ferait son travail et que l'éducation et la santé seraient gérées directement par les instances dignes de ce nom. Et que aujourd'hui,
voilà, me donne encore plus de motivation de me battre au quotidien auprès des entreprises et des institutions, parce que je trouve que ce qu'il faudrait, c'est changer les mentalités. Et ça, c'est certes dans l'entreprise. On oublie que l'entreprise, c'est aussi c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise et sa responsabilité tout court d'intervenir dans toutes les sphères de la société pour tous les sujets. L'entreprise, c'est aussi l'endroit où les salaires sont fiers d'appartenir à une structure. Donc, leur donner la fierté de dire que au sein de cette entreprise, on a pu faire ça, et on a fait avancer le schmilblick de tant de pourcents, peu importe de combien, mais qu'on fait des choses. Je trouve que ce sentiment de fierté, d'appartenance, c'est un retour direct à l'entreprise dans la productivité. J'ai pu expérimenter moi-même depuis ces années où j'accompagne certaines entreprises à quel point l'implication des salariés pour des projets, que ça soit en bas de chez nous ou à l'autre bout de la planète, donne de la motivation pour notre travail au quotidien au sein même de cette entreprise. Donc les hommes et les femmes que vous êtes aujourd'hui, je pense que, voilà, je vais pas refaire la liste de tout ce qu'on doit faire, vous savez très bien. C'est simplement ne pas oublier. Les photos de départ, c'était important. On oublie vite. J'étais très triste d'apprendre par une de mes amies aux fonctionnaires au Parlement européen que, au sein du Parlement, on remet en cause les droits et les choses qu'on avait acquis il y a déjà 20 ans, 25 ans, 10 ans, et qu'avec l'arrivée des nouveaux, avec des nouveaux débats, on remet en cause les choses qui sont déjà acquises. Donc, je pense qu'on doit ne pas être dans la colère et de vouloir absolument parler juste pour dire, voilà, en tant que femme, je veux plus, etc. On veut juste, voilà, l'égalité des chances. Le féminisme n'est pas un gros mot. C'est juste dire qu'on veut les mêmes droits pour les hommes et pour les femmes, où qu'ils soient, que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur ou à l'autre bout du monde. Et que sans ça, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avancer parce que ce n'est plus un luxe, c'est un devoir. Et qu'on ne devrait pas, à chaque fois, venir reparler de ce sujet. Ça devrait être comme respirer, que de dire que la moitié de l'humanité a les mêmes droits que l'autre moitié de l'humanité, ni plus ni moins. Et par contre, j'ai remarqué, et je suis ravie de voir qu'il y a beaucoup d'hommes, j'ai remarqué aussi que plus on implique les hommes, et mieux on réussit. D'où ma réticence de plus en plus maintenant d'aller à des forums, d'intervenir où il n'y a que les femmes, parce que l'entre-soi, en fait, il faut le dépasser. Et on ne réussit que parce qu'on implique les femmes. Un de mes amis, grand patron européen, m'a dit, c'est le jour où je me suis rendu compte que ma petite, j'ai une fille en dernier, n'allait pas avoir le même salaire que mon aîné au sein de ma propre entreprise parce qu'il y a une différence salariale. C'est ce jour-là que j'ai décidé que ma fondation, son objectif, c'était plus pour l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise. Donc je trouve que voilà, c'est main dans la main que nous y arriverons. C'est pas nous les femmes entre nous en faisant nos forums, nos réunions et nos conférences que nous arriverons. C'est nous tous. Et tout le monde a à gagner puisque les chiffres sont là et que je vais pas les rappeler puisque je l'ai dit au début. Et voilà. Et juste une chose toute bête, c'est que je me dis aujourd'hui, le choix de faire un enfant, alors qu'on est en Europe, on est au 21e siècle, ça reste le choix d'une femme, que ça soit sur sa carrière, sur ses, voilà, et non pas le choix d'une famille. Et donc, voilà, tout ça, c'est bien de parler d'égalité, mais il faut qu'on change les mentalités, y compris dans l'entreprise. À l'arrivée d'un enfant, c'est pas normal que les DRH, hier, me disent « Ah non, vous croyez qu'on devrait embaucher cette jeune femme parce qu'elle a 30 ans et je pense qu'on ne sera pas à l'abri d'un enfant. » D'accord ? Mais bon, d'accord. Et donc, ce genre de choses, on ne devrait plus l'entendre parce que c'est un choix de notre société que de faire un enfant et non pas notre choix à nous. Et c'est juste une petite chose, mais c'est vrai que quand vous prenez que ça, que l'histoire de l'enfant dans un couple, c'est quand même la femme qui doit gérer tout ça. Et puis pour finir, je vais juste vous dire qu'à force de vouloir absolument nous dire « mais si on vous a tout donné, on vous donne ça, etc. » Vous nous donnez tellement, messieurs, aujourd'hui, que maintenant on parle de charge mentale des femmes. Que aujourd'hui vous démissionnez aussi de plein d'autres de choses, ou alors vous avez jamais pris ce job-là qui est d'aider pour la gestion aussi du foyer. Je ne vais pas vous ressortir le pourcentage de travaux ménagers faits par les hommes ou les femmes au quotidien, mais croyez-moi, c'est assez hard à entendre et à voir. Mais simplement, ce qui est triste de voir aujourd'hui, c'est que les chiffres pour les AVC augmente du côté des femmes, justement à cause de ce problème de charge mentale, de la gestion quotidienne, non seulement de nos carrières, de nos vies,
mais aussi de nos enfants, de l'éducation et de toute la gestion qui va autour du foyer. Donc on n'a pas beaucoup à gagner, mais j'ose espérer qu'aujourd'hui, si on est là et qu'on aborde ce sujet, ça veut dire qu'on est tous prêts, femmes et surtout hommes, à écouter ça et à avancer ensemble parce que c'est pour le bien de l'humanité. C'est comme l'a dit Nicolas Hulot pour la planète, c'est exactement la même chose pour pour l'égalité des chances. Tout le monde ensemble, je pense qu'on sera plus fort pour sauver quand même cette planète dont on a déjà mangé toutes les ressources au mois d'août alors qu'il nous reste quelques mois encore. Merci beaucoup.